Qui ne s'est jamais posé cette question? Si j'étais ambassadeur, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais joué mon aventure sur un pile ou face? Difficile. Pourtant, il y en a qui l'ont fait. Alors pourquoi? Explication et résolution de l'épreuve des ambassadeurs, tout de suite. Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Alors aujourd'hui, comme vous avez compris, on va parler de la mythique épreuve des ambassadeurs. Beaucoup de choses à dire. La première chose que je vais dire en préambule, et qui est très important, là c'est le joueur de poker qui va parler, c'est qu'à chaque fois qu'on entend parler, qu'on entend dire les personnes qui vont aller aux ambassadeurs, moi je le sens bien, j'ai de la chance, en ce moment j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête, j'ai l'intuition que ça va bien se passer pour moi. Bon voilà, vous avez compris. Tous ces genres de phrases-là, on va le dire une bonne fois pour toutes, personne n'a plus de chance qu'un autre. La statistique, c'est la même pour tout le monde. 50%, c'est 50%. C'est un paramètre incontrôlable. En fait, les gens qui pensent qu'ils vont avoir de la chance, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à être objectifs. Elles vont vivre ce qu'on appelle des transes hypnotiques. Des transes hypnotiques, ça veut dire qu'on s'auto-hypnose pour pouvoir voir que ce qu'on veut en fait. Des transes hypnotiques, tout le monde en vit en fait, il y en a plusieurs. En l'occurrence ici, ce sont des transes hypnotiques d'amnésie. Ça veut dire que les personnes vont avoir tendance à oublier toutes les fois où ils n'ont pas eu de chance. En fait, ils vont filtrer ce qui leur arrive pour faire coller leur vie avec leur perception d'eux-mêmes. Et c'est en étant dans l'amnésie de tous les moments où ils n'ont pas été chanceux et dans l'hypermnésie de tous les moments où ils ont été chanceux qu'ils alimentent leurs croyances et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Bien évidemment, tout ce que je viens de dire fonctionne aussi dans l'autre sens pour les personnes qui vont penser qu'il leur arrive toujours des misères. Vous savez, ce genre de personne qui dit oh là là, c'est fou hein, quand même, hein. Ce genre de truc, ça n'arrive vraiment qu'à moi. Hein. » Allez, je fais une petite parenthèse avec l'énéagramme, même si c'est pas la corrélation la plus pertinente du monde, hein, parce qu'il y a plein d'autres paramètres en fait qui rentrent en jeu. On peut quand même essayer de faire une petite connexion. Les personnes qui vont avoir tendance à penser qu'elles sont chanceuses, ça va être les énéatypes 2, 3 et 7. Alors pourquoi? Parce que ce sont les personnalités qui ont le plus d'amour-propre. L'amour-propre, ça fonctionne pareil. Les gens qui s'aiment bien, ce sont ceux qui retiennent majoritairement ce qu'ils ont fait de bien et qui vont avoir tendance à oublier ce qu'ils ont mal fait. Et c'est ça qui entretient l'amour-propre. Les personnes qui vont avoir tendance à se sentir malchanceuses, ça va plutôt être les énéatypes 4 et les 6. Le 4 parce que c'est quelqu'un qui se sent facilement rejeté et persécuté, et pour justifier cette position de victime, ils vont se souvenir de leur mésaventure. Et le 6 parce que c'est quelqu'un de très méfiant, qui a un ego qui le pousse à imaginer des scénarios pessimistes. Vous savez, le 6, ça ressemble un peu au mec qui vous dit « Moi, dans ma vie, j'imagine toujours le pire, comme ça, derrière, quoi qu'il m'arrive, je serai content. » Bon, voilà, parenthèse refermée. Maintenant, on va parler de la réunion des ambassadeurs à proprement parler, qui est symbolique du jeu et qui en plus illustre parfaitement bien le paradoxe de koh sur une épreuve à petite échelle. On va voir comment résoudre le jeu à l'aide de la théorie des jeux. Et pour ça, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire un constat stratégique de l'épreuve. Alors, aux ambassadeurs, il y a deux points qui sont vraiment très importants à prendre en compte. Le premier point très important, c'est que stratégiquement parlant, un ambassadeur n'a aucun intérêt à aller jusqu'au tirage au sort. Avoir 50% de chance d'être éliminé du jeu, c'est forcément moins bénéfique que d'éliminer un membre de son alliance et de ternir son image. Derrière, le jeu est encore très long au moment de la réunification, et il y a de nombreux rebondissements qui ponctuent régulièrement le jeu. Donc en résumé, l'idée c'est vraiment ça, c'est que peu importe la situation, le ratio risque-récompense d'un tirage au sort, il est grandement négatif. En plus de ça, il y a un deuxième point très important, c'est que tous les gains ne sont pas équivalents. Dans l'optique d'augmenter nos chances d'atteindre la finale, ça va être plus avantageux d'éliminer quelqu'un qui ne figure pas dans notre alliance, que ce soit une alliance officielle ou tacite.
Alors bien souvent dans koh en fait, il va s'agir d'éliminer un membre de l'équipe adverse. Ça a longtemps été ça en fait dans l'histoire de koh. En résumé, le meilleur gain possible, c'est l'élimination d'un membre de l'alliance adverse. Ce qui rend cette épreuve intéressante, c'est que pour accéder à un gain plus élevé, il faut faire plier l'ambassadeur adverse en lui faisant croire qu'on est plus déterminé que lui d'aller au tirage au sort, qu'on est prêt à quitter le jeu en fait. Sauf que si les deux ambassadeurs jouent le jeu parfait, on dit que l'équilibre de Nash est atteint, ça veut dire que la situation est bloquée et aucun des deux joueurs n'a intérêt de dévier de sa façon de jouer. Puisque si l'un des deux ambassadeurs craque avant l'autre, il obtiendra un gain moins élevé, qui sera l'élimination d'un membre de son alliance. Et il laissera le gain le plus élevé à son adversaire. Mais si aucun des deux ambassadeurs ne craque, eh bien ils obtiendront le pire résultat possible, puisqu'ils iront au tirage au sort. Donc ici, si les deux ambassadeurs jouent le jeu parfait, ils obtiennent le pire résultat possible. C'est le paradoxe de koh dans toute sa splendeur. Maintenant, je vais faire un parallèle et en fait, la difficulté que rencontrent les ambassadeurs, c'est semblable à la difficulté de faire un bon sprint dans le cyclisme. Pour faire un bon sprint dans le cyclisme, en fait, il faut concilier deux éléments qui se repoussent. On va voir ça tout de suite. Au cyclisme, on dit qu'un bon sprint, il concilie ces deux éléments. Je dois démarrer mon sprint le premier et je dois démarrer mon sprint le plus tard possible. Alors, vous voyez que c'est compliqué. Si vous voulez absolument satisfaire la première condition, ça va être difficile de réaliser la deuxième et vice-versa. Donc, le moment idéal en fait pour démarrer son sprint, il n'existe pas. C'est une question de dosage en fait. Et koh ça suit la même logique. Il faut essayer d'être stratège, mais sans paraître stratège. Pour en revenir plus précisément à l'épreuve des ambassadeurs, qui nécessite aussi de concilier le plus possible deux conditions qui se repoussent. Il ne faut pas plier avant l'autre, mais il faut forcément plier avant le tirage au sort. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est important de retenir dans les ambassadeurs, c'est que le principal allié d'un ambassadeur, c'est pas forcément les talents de négociateur, ça peut toujours être un plus, mais s'il y a vraiment une chose à connaître, une chose à avoir de son côté, son principal allié à l'ambassadeur, ça va être tout simplement le temps. En fait, il faudra paraître comme étant prêt à mourir et discuter jusqu'à la dernière seconde avant de piocher la boule du tirage au sort. Et c'est grâce à cette attente-là qu'on va obtenir le gain maximal. Parce que si notre adversaire n'est pas un kamikaze, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, le masque va forcément tomber à un moment donné et on obtiendra le gain maximal grâce au fait d'avoir attendu et d'avoir fait croire à notre adversaire qu'on est prêt à aller jusqu'au tirage au sort. Alors, au vu de ce qu'on vient de dire, dans l'histoire de koh des ambassadeurs qui ont été vraiment excellents, je vais vous en citer deux. On peut citer Isabelle dans la saison 9 ou Cédric dans la saison 14. Isabelle, par exemple, elle a tout fait pour s'en sortir, mais elle a été obligée de céder à la dernière seconde. Mais elle a vraiment attendu la dernière seconde. Quant à Cédric, il s'était retrouvé face à Jeff, qui pour le coup a fait la plus grosse erreur possible qu'on peut faire aux ambassadeurs, faire comprendre d'emblée qu'il ne voulait pas aller au tirage au sort, et forcément après Cédric, on peut supposer aussi fortement qu'il ne voulait pas y aller non plus, mais lui il a été malin et il ne l'a pas dit, et derrière, comme il savait que Jeff allait craquer à un moment ou un autre, puisqu'il ne voulait vraiment pas aller au tirage au sort, Cédric s'est pas gêné pour avoir le profit maximal, qui dans sa perception du jeu était l'élimination d'Alban. Dans la pratique, c'est souvent celui qui a le plus peur de la mort qui va plier avant l'autre. Donc un candidat qui est déterminé à se sacrifier en allant au tirage au sort quoi qu'il en coûte, il joue extrêmement bien, mais pour de mauvaises raisons. Mais effectivement, quoi de mieux pour réussir à faire plier l'autre que d'être réellement prêt à mourir comme un kamikaze? Pour illustrer ça, je reprends mon exemple de la saison 9. En fait, Fabienne, c'est grâce à sa mentalité kamikaze qu'elle a obtenu le bénéfice maximal en faisant plier Isabelle. Cependant, les limites du candidat avec la mentalité kamikaze se retrouvent dans la situation où l'autre ambassadeur est aussi un kamikaze. Évidemment, dans ce cas-là, le tirage au sort est inévitable et ça transforme cette bonne façon de jouer en pire façon de jouer. D'où le terme de mauvaise raison
que j'ai citées juste avant. Donc en résumé, la mentalité kamikaze, elle est imparable contre des non-kamikazes et elle devient suicidaire face à d'autres kamikazes. Il faudrait choisir de l'être en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Mais c'est impossible. C'est pas quelque chose qui se décide en fonction des autres. Sinon, ça veut dire qu'au fond de nous, on n'est pas vraiment kamikaze. La mentalité kamikaze poussée à son extrême, ce serait de refuser catégoriquement toute autre possibilité que le tirage au sort. Techniquement, c'est complètement absurde, puisque ça revient à refuser le gain maximal, qui serait l'élimination d'un membre de l'alliance adverse, pour obtenir le pire résultat possible, le tirage au sort. Cette mentalité est représentée par Romain dans la saison 15, où Romain va même jusqu'à refuser d'éliminer Laurine, pourtant capitaine de l'équipe adverse. En fait, Romain a pensé qu'il fallait absolument éliminer Cassandre, puisqu'elle possédait 2 colliers d'immunité. Alors rappelons qu'à l'époque, les colliers d'immunité n'étaient pas cessibles, on ne pouvait pas les donner. Mais en fait, même dans cette situation, le ratio risque-récompense reste défavorable. Jouer son aventure sur un pile ou face pour faire sortir du jeu 2 colliers d'immunité de l'alliance adverse, c'est quand même un maigre butin. Alors si on rentre un peu plus dans le détail de cette saison 15, concrètement déjà Cassandre, elle n'était pas dangereuse, ni dans les épreuves, ni pour la victoire finale. Elle avait un profil de pas dangereuse. En plus, elle aurait pu redevenir une alliée, car cette année-là, il y avait eu un swap. Ils étaient dans la même équipe à la base. Et enfin, surtout, enlever 2 colliers d'immunité du jeu ne changeait quasiment rien à la situation de l'équipe de Romain. La seule contrainte serait été juste de ne pas orienter leur vote commun sur Cassandre au cas où elle sorte ses colliers. Encore que, là j'ouvre une petite parenthèse sur les colliers d'immunité, elle aurait pu se sentir suffisamment en confiance pour ne même pas jouer ses colliers d'immunité, et à ce propos je formule une hypothèse, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Plus je possède de colliers d'immunité, moins je suis enclin à les jouer. Et en fait ce postulat est grandement amplifié, surtout si mes colliers sont connus de tous. Puisque le sentiment de sécurité que nous procure la possession de nos colliers, ça nous empêche de nous sentir en danger. Et en ce qui concerne les autres, leur motivation à vouloir faire sauter notre collier, elle devient caduque parce qu'ils savent que derrière il me reste encore des colliers. Bon voilà, je referme ma petite parenthèse, je ferai certainement une vidéo qui sera exclusivement consacrée aux colliers d'immunité. Bref, donc on a bien compris qu'aux ambassadeurs, la meilleure façon de jouer, c'était d'avoir une mentalité de kamikaze de façade. Si vous êtes crédible et que votre adversaire n'est pas un vrai kamikaze, elle va forcément lâcher prise à un moment donné. Vous n'avez même pas besoin de vous embarquer dans une stratégie compliquée où vous allez échanger des colliers d'immunité ou je sais pas quoi d'autre. D'autant plus que si vous rentrez dans ce genre de raisonnement-là, en fait vous allez tomber dans le piège du paradoxe de koh. Même si vous êtes bon en négociation, ça va vous arranger sur le coup, c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive derrière, vous allez avoir l'étiquette du stratège. Donc c'est pas bon. Vaut mieux rester simple. Alors aussi, on a eu un autre cas intéressant dans l'histoire. C'était lors de la saison 20, la guerre des chefs. On a eu des ambassadeurs à 3. Forcément, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 50% de chance d'être éliminé en cas de tirage au sort, on n'en a plus que 33%. Mais en fait, stratégiquement, ça change rien. Le pourcentage reste très élevé. Et le jeu optimal reste le même. Alors, si tout le monde applique le jeu optimal, quand on est 3, ça porte un nom. On se retrouve dans ce qu'on appelle une impasse mexicaine. Alors vous savez, une impasse mexicaine, c'est les scènes dans les films où on voit 3 personnes qui se tiennent en joue avec un pistolet, mais où personne n'a intérêt de tirer le premier, sinon ça déclenche des tirs en réaction et en fait tout le monde meurt. Donc dans cette situation-là, si tout le monde joue bien, personne ne tire et la situation est bloquée en fait. C'est exactement pareil que les ambassadeurs dans koh. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un ambassadeur au moment de la réunion et au moment du choix à faire. Et en fait, on va voir que la mentalité des ambassadeurs va énormément dépendre de leur positionnement sur la spirale dynamique. On va voir en détail chaque mentalité de chaque niveau d'existence. D'abord, juste un point sur la mentalité kamikaze dont j'ai beaucoup parlé. En fait, la mentalité kamikaze, l'écrasante majorité du temps, elle va venir d'une personne qui affectionne les valeurs du niveau bleu.
C'est pas systématiquement le cas non plus. On peut avoir une personne kamikaze qui aime bien le niveau violet, rouge, voire même orange, si jamais c'est une personne qui a une mauvaise compréhension du jeu. Et d'ailleurs, je reviens rapidement sur le cas de Romain, ambassadeur de la saison 15. En fait, dans son choix d'aller jusqu'au tirage au sort, il y avait deux arguments. Il y en avait un centré en bleu, qui était le fait que pour lui, le rôle d'un ambassadeur, c'est d'aller jusqu'au sacrifice. Mais il y avait aussi un argument centré en orange, puisque dans sa vision du jeu, il pensait que c'était une bonne idée d'aller au tirage au sort pour éliminer les deux colliers d'immunité de Cassandre. D'ailleurs, la façon de choisir les ambassadeurs, ça va énormément influencer sur son déroulé. Il y a plusieurs modes de sélection en fait, mais dans l'histoire il y en a surtout eu deux. Le premier, c'est quand l'équipe choisit son propre ambassadeur. Et le deuxième cas de figure qui arrivait souvent, c'est quand l'équipe choisit l'ambassadeur de l'équipe adverse. Alors dans le premier cas, celui où on choisit notre propre ambassadeur, ça va pousser les volontaires à y aller. Et on va très souvent se retrouver avec des ambassadeurs centrés dans le niveau bleu, avec une mentalité en fait de kamikaze. Et dans le deuxième cas de figure, quand on choisit l'ambassadeur de l'équipe adverse, on va choisir ceux qui n'auraient pas aimé y aller, par peur du tirage au sort. On va se retrouver avec des candidats centrés en orange. Et de fait, c'est grâce à ce deuxième cas de figure que la réunion des ambassadeurs prend toute sa splendeur et devient une magnifique épreuve de bluff et de négociation qui se terminera quasi à coup sûr sans tirage au sort. Allez, maintenant on va voir en détail la mentalité des différents niveaux d'existence de la spirale dynamique. Je commence par le niveau violet. Alors, un candidat aux ambassadeurs qui utilisera le système de valeurs violet sera dans l'impossibilité d'éliminer un membre de son équipe. Car en fait, il serait aussi triste que ce soit un membre de son équipe qui se parte ou que ce soit lui-même. Donc autant aller au tirage au sort. Dans cette mentalité-là, l'ambassadeur a le sentiment que son équipe c'est une véritable tribu et qu'ils sont très soudés. Et en fait, au-delà du positionnement de l'ambassadeur lui-même sur la spirale, c'est un contexte de victoire quasi perpétuelle qui peut aider à créer cette excellente osmose dans le groupe. Car vu que ça véhicule beaucoup d'émotions positives de gagner, et aussi qu'il n'y ait jamais de conseils, donc il n'y a jamais vraiment eu d'anicroche dans l'équipe. Or concrètement, cette situation, elle me semble être arrivée 2 fois dans l'histoire. C'était le cas de Bertrand, qui était ambassadeur des Taiyak dans la saison 8, et Freddy, ambassadeur des Simban dans la nouvelle édition. Freddy dit de lui-même « Je ne l'aurais pas fait pour une autre équipe ». Donc ça montre bien que sa volonté d'aller aux ambassadeurs et de potentiellement se sacrifier pour son équipe, ça dépendait de l'intensité des affinités qu'il avait avec son équipe. Après violet, on a rouge. Alors, un candidat qui utiliserait le système de valeur rouge, il refusera le dialogue et voudra satisfaire son envie du moment impulsivement. Et ce sera soit ça, soit tirage au sort. Rouge n'ayant pas peur de la mort, il s'en fiche d'être éliminé. Et au contraire, il peut même voir dans cette action le moyen de passer pour un héros. Comme le rôle d'ambassadeur procure aussi un certain pouvoir, Rouge sera très content d'être ambassadeur et utilisera son pouvoir avec joie, le plus souvent contre des personnes qui l'irritent ou qu'il juge faible et donc indigne de continuer l'aventure. Bon, alors Rouge, c'est rarissime qu'un candidat utilise préférentiellement ce niveau dans Koh-Lanta, car déjà, le fait d'être dans une équipe, l'ambassadeur, il est coaché et il est alerté sur ce qui va se passer à la réunion des ambassadeurs par tous ses autres coéquipiers. En fait, il y a toujours un laps de temps entre le moment où on connaît l'ambassadeur et le moment où a lieu vraiment la rencontre avec celui de l'équipe adverse. Et ce laps de temps-là, il est propice à la réflexion, à la préparation du duel. Donc c'est pour ça qu'en fait, une épreuve aux ambassadeurs, c'est vraiment rare de voir un ambassadeur centré en rouge parce que vu qu'il a eu le temps de réfléchir, il n'y a pas d'action impulsive en fait. Alors dans l'histoire, ça me semble quand même être arrivé une fois. C'était Isabelle dans la saison 3. Et quand elle est arrivée en fait aux ambassadeurs face à Delphine, elle a proposé d'emblée de voter contre Moussa. Puisque à ce moment-là du jeu, elle le détestait en fait. Voilà, ça c'est du rouge. C'est-à-dire que d'emblée, je préfère qu'on mette le vote contre Moussa plutôt que de dialoguer. Après rouge,
c'est là que ça va devenir vraiment intéressant, on va décrire les systèmes de pensée des niveaux bleu et orange. Et ce sont les systèmes de pensée qui sont couramment utilisés dans l'émission. Alors, on commence par bleu. Un candidat qui utiliserait le système de valeur bleu essaiera de respecter sa vérité ultime. Et très souvent dans koh il s'agira de tenir une promesse faite à son équipe de ne pas les éliminer. Dans ce cas de figure, un ambassadeur centré en bleu mettra en péril sa propre aventure en se sacrifiant. Alors on va citer quelques exemples. On a eu Jean-Bernard dans la saison 8, Catherine ou Philippe dans Le Retour des héros, Javier et Anthony dans la saison 12, Florence dans la nouvelle édition, par exemple. Alors, cette mentalité-là, elle ressemble un peu à Violet. La différence avec Violet, ça se situe au niveau de la réflexion. Il y a une réflexion en bleu, en fait. Bleu se sacrifie parce qu'il considère que c'est le bon comportement à adopter. Et il envisage aussi d'être récompensé dans le futur pour cet acte. Alors, dans le futur, ça peut être après le jeu. Alors que Violet, il entretient de bonnes relations avec les membres de son groupe. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller au tirage au sort. Mais Bleu, lui, il veut juste tenir une promesse. Mais il peut quand même ne pas avoir d'affinité avec certains membres de l'équipe. Mais ce manque d'affinité, ça n'ébranle pas sa volonté de se sacrifier. Par exemple, on peut penser à Javier dans la saison 12, qui a quand même été au tirage au sort, alors qu'il avait quelques petites anicroches avec certaines personnes de l'équipe. Alors même si ce bleu-là, c'est le plus classique, il y a déjà eu dans l'histoire d'autres ambassadeurs qui étaient centrés en bleu, mais qui avaient un bleu un peu plus éloigné de ce dont on a l'habitude. Par exemple, en 2004, l'ambassadeur des rouges, c'était Philippe. Et Philippe, il s'est servi de la position d'ambassadeur pour punir Guillaume, qu'il considérait comme ayant un comportement éloigné de sa vérité ultime. Dans ce cas-là, c'est le manque d'affinité et les quelques querelles qui les ont opposées qui ont pris le dessus sur la volonté de Philippe de se sacrifier pour son équipe. Alors Philippe n'en restait pas moins dans le niveau bleu, dans le sacrifice du soi, puisqu'il a voté Guillaume en fonction de ce qu'il jugeait mal. Et dans sa vision, punir Guillaume, ça semblait plus proche de sa vérité ultime que de se sacrifier pour lui. Alors je dis sacrifier, à l'époque le tirage au sort entre ambassadeurs n'existait pas encore. Un autre exemple intéressant, c'est celui d'Alexis dans la saison 5, qui lui aussi avait une vision bleue de l'épreuve des ambassadeurs, mais encore une fois éloigné du bleu habituel de ne pas éliminer un membre de son équipe. En fait, Alexis, il a analysé les candidats restants d'un point de vue de la motivation. Et il a voulu voter contre celui qu'il estimait le plus loin de sa vérité ultime, qui selon lui veut que ce soit les aventuriers les plus motivés qui poursuivent l'aventure après la réunification. Et il a donc décidé de voter contre Sakon, avec l'évident accord de Pierre, au passage. Mais Sakon, c'était un membre de son équipe. Et d'ailleurs, c'est ce manque de vision stratégique qui lui a été reproché par son équipe derrière. Bon, quoi qu'il arrive, en bleu, il y a un manque de considération stratégique. Parce que la considération stratégique, elle arrive avec le niveau orange, qui est ce qu'on va décrire maintenant. Un candidat qui utiliserait le système de valeur orange fera passer son succès personnel avant le reste. Aux ambassadeurs, il refusera le tirage au sort, il bluffera au maximum pour obtenir le meilleur résultat possible, mais préférera, quoi qu'il arrive, sacrifier un membre de sa tribu que mettre en péril son aventure personnelle. Et il se consolera facilement en se disant qu'il a encore toutes ses chances d'aller au bout, qu'il est encore dans le jeu. C'est un système de valeurs, du coup, qui rend l'ambassadeur fragile face aux autres niveaux d'existence. Puisque un candidat en orange, comme il ne veut pas être éliminé par un tirage au sort, il se retrouve dans une impasse si son adversaire n'est pas dans le même état d'esprit que lui. Par exemple, on peut penser à Isabelle, encore dans la saison 9 face à Fabienne, ou Adja face à Loïc dans la saison 21. A l'inverse, si les deux ambassadeurs sont tous les deux centrés en orange, ça embellit l'épreuve qui devient palpitante et se terminera jamais sur un tirage au sort. Autrement dit, l'un des deux ambassadeurs obtiendra forcément le bénéfice maximal. Par exemple, on avait déjà parlé de Cédric face à Jeff, on peut penser à Teiura face à Olivier. Enfin, on va citer aussi le cas rarissime, mais qui est déjà arrivé, dans lequel les deux ambassadeurs figurent dans la même alliance. Là, fatalement, il y a un consensus, et les deux ambassadeurs obtiennent tous les deux le bénéfice maximal. Par exemple, Claude et Coulé dans la saison 10, ou Yacine et Dylan dans le combat des héros.
Voilà pour ce petit tour d'horizon qui mélange les systèmes de valeurs préférés et le rôle d'ambassadeur. Alors ce qui est intéressant et ce qui rend l'épreuve absolument géniale, c'est que dans la majorité du temps, mis à part le cas de Romain dont j'ai cité un peu plus tôt dans la vidéo, il va y avoir en fait un dilemme intérieur entre les valeurs bleues et oranges de l'individu, où en fait les valeurs bleues vont inciter le candidat à se sacrifier, à se dire que ah, c'est vraiment pas sympa d'éliminer un membre de mon équipe, je leur avais promis que je ne ferais pas ça. Mais il y a aussi les valeurs du niveau orange qui vont pousser le candidat à ne pas se sacrifier et à jouer son aventure personnellement. Et en fait, quand on est aux ambassadeurs, on met face à face ces systèmes de valeurs, le système de valeurs bleu et le système de valeurs orange. Alors, il y a des personnes pour lesquelles le dilemme intérieur n'existe pas ou peu, puisqu'ils sont déterminés par exemple à ne pas aller au tirage au sort. Les valeurs du niveau orange sont beaucoup plus fortes chez cette personne-là que les valeurs bleues. Ou inversement, il y a des personnes qui n'envisagent même pas de réellement mettre le prénom d'un membre de son alliance dans l'urne. Et du coup, ça veut dire que les valeurs du niveau bleu sont beaucoup plus fortes que les valeurs du niveau orange. Bon, ça dépend des gens, mais la majorité des personnes vivent ce dilemme intérieur entre leur niveau bleu et leur niveau orange, puisque la majorité des personnes n'ont pas de rejet ni de bleu ni de orange. Voilà, la vidéo arrive à son terme, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas, je vous lirai et je vous répondrai. J'espère vous revoir également pour mes prochaines vidéos et je vous souhaite une bonne fin de journée. Matane!